Sur fond de complot et de manigance, la frontière censée être claire entre la police et le crime s'estompe parfois. Et pour certains policiers, elle devient presque invisible, au point de les transformer en ce qu'on appelle communément des ripoux. Les ripoux, ou policiers corrompus, censés être dévoués à la protection de la société et qui finissent par se retrouver d'une manière ou d'une autre associés au grand banditisme. Comment des hommes et des femmes qui représentent la loi sont amenés à dévier de leur mission première. Tenez-vous bien, pour cette vidéo qui va explorer le monde de la criminalité au sein même de l'institution censée la combattre. Voici le top 5 des policiers les plus corrompus de France. Benoît O, dit Stifler. Dans les cités de Stein, c'est comme ça que l'on surnomme Benoît O, ce policier de la brigade anticriminalité. Comme Stifler du film American Pie, il a les yeux clairs et les cheveux blonds. Il n'est que gardien de la paix, mais au sein du groupe B de la BAC, c'est lui qui fait la loi. Benoît a grandi à Stein, cette ville de 36 000 habitants en banlieue nord de Paris. Il maîtrise le terrain, ce qui lui donne une influence naturelle sur les 3 autres policiers avec qui il travaille. Une major, un brigadier et un autre gardien de la paix. On les appelle la BAC Fashion, en raison de leur goût prononcé pour les vêtements de marque. Habituellement, les méthodes réputées brutales de la BAC sont à l'origine de tensions avec les Stanois qu'elle appréhende tous les jours. Mais le 23 mars 2015, les habitants vont assister à un drôle de spectacle. Ce sont les agents qui vont finir menottés. L'IGPN interpelle 5 policiers ce jour-là et un 6e le lendemain. Faux procès-verbaux, raquettes de dealers, vol de drogue, menaces à l'intention de la hiérarchie, utilisation frauduleuse des fichiers de police. Les accusations sont graves. Tout commence en mai 2014. Une nouvelle commissaire est nommée à Stein. Elle repère vite des comportements douteux au sein de ses unités. Comportements qu'elle signale à la DTSP, la Direction territoriale de la sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis. Elle veut faire le ménage dans les mauvaises habitudes et libertés prises par certains agents. Mais son zèle est vite vu d'un mauvais œil et elle subira des menaces et des dégradations de son véhicule personnel. Elle sera contrainte de demander sa mutation et elle sera finalement nommée en Gironde quelques mois plus tard. Mais le signalement suffira pour que la DTSP saisisse le parquet de Bobigny, qui ouvre une information judiciaire. Les baqueux sont mis sur écoute. 19 juin 2014, l'équipe de Stifler soupçonne un adolescent de 17 ans de servir de guetteur à une équipe de voleurs à la portière. Il procède à une interpellation musclée. La mise sur écoute de leur voiture permet de comprendre que l'intervention était excessive. On y entend les policiers qui évoquent, je cite, 2 claques dans la gueule pour rien. Et ils accusent aussi l'adolescent pour une poignée de portes cassées, un dommage causé par les policiers eux-mêmes. Ce n'est pas la seule dérive des brigadiers. 24 juin 2014. 3 des 4 membres de l'équipe, dont Stifler, sont sur la piste de 2 suspects à scooter. Ils parviennent à leur arracher une sacoche. À l'intérieur, des stupéfiants, mais aussi une carte de la CAF, qui renvoie vers une adresse à Drancy, dans le 93. Ils interviennent dans l'appartement, où ils saisissent de la cocaïne, du cannabis et de l'argent liquide. L'enquête finit par démontrer que toute l'histoire des suspects à scooter était une invention de l'équipe. Le but ? Justifier la perquisition du domicile d'un trafiquant de drogue présumé. En réalité, ils ne suivaient que les indications de leur informateur. Des saisies qui n'ont jamais été ordonnées par la justice. Ce qu'on appelle dans le jargon une perquisition à la mexicaine. Les membres de la BAC de Stein ont aussi consulté à plusieurs reprises des fichiers de police strictement confidentiels, comme des permis de conduire ou des immatriculations. Des informations qu'ils ont ensuite diffusées à des proches. Ils auraient également averti des commerçants sur des contrôles à venir de l'URSSAF et des douanes. Au cours de l'enquête, des faits plus anciens remontent à la surface. 26 mars 2014, cité du Clos Saint-Lazare. Ce grand ensemble est un quartier sensible, haut lieu du trafic de drogue en Seine-Saint-Denis. Des policiers contrôlent un homme au volant d'une voiture luxueuse. Le conducteur refuse d'obtempérer et il est emmené au commissariat où Stifler le voit. C'est Amine, l'un de ses indiques, mais aussi un trafiquant important du Clos Saint-Lazare. Selon plusieurs témoins, Benoît O aurait saisi une arme qui se trouvait dans la voiture d'Amine avant de la nettoyer avec son pull pour effacer les empreintes de son informateur. Informateur qui n'est d'ailleurs pas enregistré au bureau central des sources. Il aurait aussi donné un téléphone portable à Stifler quelques mois plus tôt pour parler affaires. Les membres de la BAC de Stein auraient ciblé des dealers pour les racketter, mais aussi dérobé de la drogue dans les saisies pour la revendre.
Enfin, il existe un dernier élément important retenu à charge contre Stifler et un de ses collègues. En janvier 2015, une camionnette volée à la Cité des Poètes à Pierrefitte-sur-Seine est retrouvée à la Fourrière de Saint-Denis. Stifler et son coéquipier procèdent à une fouille sauvage du véhicule, c'est-à-dire une fouille en dehors de tout cadre juridique. Problème, le propriétaire de la camionnette déclare avoir laissé 10 000 € à l'arrière de son véhicule. 10 000 € qui resteront introuvables suite à la fouille. Il déposera plainte contre le commissariat de Stein. Il reproche aux deux policiers d'avoir volé cette somme. L'accusation ne sera finalement jamais prouvée. Benoît O, alias Stifler, sera finalement poursuivi pour violation de domicile, du secret professionnel, faux en écriture publique, modification du fichier de police et vol. Le procureur requiert 3 ans de prison et une interdiction d'exercer dans la police pour celui qui est considéré comme le chef de la bande. Pour sa défense, il affirmera avoir obéi à une pression hiérarchique liée à la culture du résultat. De quoi donner à l'affaire une ampleur encore plus importante. Stifler assure avoir toujours eu le soutien de sa hiérarchie, obnubilé par les belles affaires et les chiffres. Cette défense ne l'empêchera pas d'être révoqué de la police en 2018 et d'écoper de la peine la plus élevée des 4 membres de la BAC de Stein, 30 mois de prison avec sursis. Don Jean Giovianetti. 5 ans de hold-up musclé, des millions dérobés, 3 morts sur la conscience et du sang sur les mains. C'est le scénario de l'affaire du gang des ripoux de Lyon. Digne d'un polar, ce scandale va secouer les médias au milieu des années 90. À Lyon, poursuite du procès de 14 malfaiteurs, dont 5 ex-policiers. Le gang des policiers braqueurs suite avec la 18e inculpation prononcée hier soir par le juge Péju à l'encontre d'un cadre de la Société Générale. Reprise à Lyon du procès des policiers ripoux qui comparaissent aux côtés de 9 voyous et qui sont poursuivis pour 55 braquages qui ont occasionné la mort de 3 personnes. Quand une bande de braqueurs dirigée par un groupe de policiers lyonnais se retrouve devant la cour d'assises du Rhône. Et le personnage principal de cette histoire, c'est l'enquêteur Don Jean Giovianetti. Et il porte bien son nom. C'est le séducteur, le manipulateur, le cerveau des opérations. Sa personnalité de gourou fascine les psychiatres et intrigue les médias. 30 ans après les faits, son avocat de l'époque, maître Frédéric Doyer, se remémore le caractère de ce policier qui était son client. Giovianetti, c'est cet enquêteur de police à la personnalité tellement complexe qu'elle fascine, psychiatre et psychologue. Il est aux confins de la psychose, hanté par les souffrances de sa mère, torturé en déportation par les nazis. Il est vieilli prématurément par son père. Mais avant ça, Giovianetti, c'est une enfance difficile. À l'école privée, ses copains l'appellent macaroni soviétique, parce qu'il est le fils d'un ouvrier communiste et d'une mère russe. Torturé dans un camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, Giovianetti aura toujours du mal à se situer. Enfant, il rate sa scolarité. À 12 ans, il tente de se pendre dans la salle de bain. À 14 ans, il prend un cocktail de médicaments et d'alcool. À 15 ans, il envisage de se jeter dans le Rhône. Mais c'est aussi un garçon intelligent et talentueux. Il est autodidacte dans tous les domaines. Après un échec au bac, il parvient quand même à suivre pendant 4 ans les cours de la faculté de médecine en auditeur libre. Il apprend aussi à jouer du piano tout seul. Ce côté artiste sera à l'origine de sa réputation de séducteur. En 1974, c'est fini les études de médecine. On ne saura jamais vraiment si Giovianetti avait obtenu son diplôme. Mais il se détourne de cette voie quand il réussit l'examen d'enquêteur de police. Il se retrouve affecté au commissariat du 3e arrondissement de Lyon, situé au pied de la tour Pardieu. C'est là-bas qu'il fera la rencontre de Michel Lemercier, sous-brigadier de police. Giovianetti est aimé de tous et très bien noté par ses supérieurs. Mais aucun d'entre eux ne réalise qu'ils sont face à un esprit ingénieux et malfaisant. L'enquêteur profitera de cette popularité pour recruter en douce des policiers pour des braquages et il recevra des sommes d'argent en échange de renseignements. 1985. Tout marche comme sur des roulettes pour Don Jean Giovianetti. Ses petites magouilles dans le commissariat lui permettent même de s'offrir une résidence secondaire. C'est là qu'un nouveau personnage va faire son apparition, Alain Chémédikian. Chémédikian est peintre plâtrier, mais c'est aussi un malfaiteur originaire de Dessines, une ville située à 14 km de Lyon. Il est fiché au grand banditisme lyonnais pour vol, escroquerie et proxénétisme. Par l'intermédiaire de connaissances,
cet homme se retrouve à effectuer des travaux dans la fameuse résidence secondaire de Donjan en Ardèche. Souvenez-vous, on vous a parlé de Michel Lemercier, ce sous-brigadier de police qui fit la rencontre de Giovannetti au commissariat du 3e arrondissement. Michel Lemercier vient lui aussi donner un coup de main pendant les travaux. Au détour d'une conversation, Giovannetti raconte que lors d'une enquête, il a découvert que les bars PMU, qui gardent dans un coffre l'argent des paris, ne disposent d'aucune protection. Encore une fois, c'est notre gourou séducteur qui flaire le bon filon. Quelques semaines plus tard, le trio attaque au Bon Coin, un bar PMU du 8e arrondissement de Lyon, et repart avec 130 000 francs, soit 29 000 €. Après avoir frappé le patron de 4 coups de crosse dans la tête, ainsi naît le gang des ripoux. Leur particularité ? Lors de leur braquage, ils portent des masques de vieillards et de politiciens. Au fil du temps, le gang s'agrandit. De nouveaux policiers corrompus intègrent la bande, avec comme centre de recrutement principal le commissariat de la Pardieu. Évidemment, c'est Giovannetti qui s'en charge. Le trio est souvent rejoint par de nouveaux complices. Ils enrôlent 3 policiers qui succombent à l'appât du gain. Laurent Féminier, Richard Durastante et Guy Nicolai. Giovannetti a du flair. Il vise les collègues malmenés par la dépression, les crises conjugales ou la banqueroute. Des cibles faciles pour le gourou. Il va même aller piocher dans la pègre et le grand banditisme en recrutant des braqueurs expérimentés comme Dominique Delagré, le beau-frère de Chémédikian, ou des petits caïds. Mais ils embauchent aussi des personnes insoupçonnables qui jouissent d'une bonne situation et d'une excellente réputation, comme Jean-Jacques Zatarian, un employé des pompes funèbres et candidat aux élections municipales de la ville de Dessines. Ou Alain Hérard, un employé modèle de la Société Générale qui travaille au siège et qui livre des informations sur certaines succursales de la ville. La Société Générale de la Pardieu, l'arrestation révélée par Lyon Matin, puis l'inculpation d'Alain Hérard, 37 ans, chargé de clientèle, a surpris tout le monde. Personne n'aurait pu supposer que cet employé ordinaire, sans relief, qui travaillait depuis 17 ans dans cette banque, ait pu être complice de braquage ou de prise d'otage. Pourtant, Hérard aurait donné des indications au gang pour le hold-up à la Société Générale de Bron le 19 septembre et celui de l'agence de Gerland qui a conduit à l'arrestation de la bande. Mais malgré toutes ces nouvelles recrues, il reste important de rappeler que le noyau du groupe reste le trio Chémédikian, Lemercier et avec à sa tête l'enquêteur Donjan Giovannetti. Bientôt, les 3 hommes sont aussi contraints de se diversifier. La police judiciaire commence à s'intéresser à ces braquages et surveille les PMU convoités. Le trio infernal projette maintenant de s'attaquer au commerce de moyenne surface. Finalement, entre PMU, supermarchés, banques et convois de fonds, c'est au total 59 braquages qui sont imputés au trio. Dans les faits, ils en auraient commis près de 120. Des braquages qui seront parfois meurtriers. 28 janvier 1989, il est environ 19h quand un fourgon blindé se gare sur le parking du centre Leclerc de Firminy. 3 hommes attendent dans une Renault 25. Ils attaquent aussitôt les 2 convoyeurs pour leur dérober le sac contenant la recette de la journée. L'un des 3 malfaiteurs reste au volant. Les convoyeurs sont mortellement blessés avant même d'avoir eu le temps de dégainer. Les agresseurs, eux, prennent la fuite avec un butin de 630 000 francs, soit 173 000 €. Étrangement, Donjan Giovannetti ne participera pas à ce braquage meurtrier qui marquera le début de la fin pour les ripoux de Lyon. Un peu comme si le leader l'avait prédit. Pour Alain Chémédikian, c'est le moment de s'éloigner du gang. Il veut prendre sa retraite du grand banditisme en ouvrant un bar qui lui permettrait de blanchir l'argent et de se ranger. Mais Michel Lemercier, lui, devient de plus en plus violent et incontrôlable. Il refuse d'arrêter les braquages malgré les avertissements de ses acolytes. Pendant ce temps, menée par le commissaire Néret, la BRI de la police judiciaire de Lyon effectue des recherches sur les fausses plaques d'immatriculation utilisées sur les véhicules des braqueurs. C'est en enquêtant sur les sociétés qui fabriquent ces plaques qu'elle tombe sur un profil intéressant. Celui de Dominique Delagré, un employé de magasin de pièces automobiles à Villeurbanne. Dominique Delagré, qui est aussi le beau-frère d'Alain Chémédikian et qui a participé à certains braquages. Les policiers s'intéressent vite à Chémédikian. Ce dernier a un profil atypique, surnommé le taureau. L'Arménien est un homme à la carrure imposante. Mais il a surtout un signe distinctif. Il boite. Un profil qui correspond en tout point à celui signalé par plusieurs témoins présents lors des attaques. Mais c'est un appel téléphonique qui sera à l'origine du démantèlement de la bande. C'est Lemercier qui passera un coup de fil à Chémédikian. Coup de fil dans lequel il évoque les noms de leurs complices. Mauvaise idée. Le téléphone de l'agent est sur écoute. C'est comme ça que les enquêteurs remonteront
jusqu'aux policiers véreux du 3e arrondissement. L'affaire des ripoux de Lyon fait scandale dans le commissariat, mais aussi dans toute l'institution. Truands sans envergure, policiers aigris, telle est la composition de cette étrange association de malfaiteurs. Mais aujourd'hui, les jurés auront sans doute compris que ce sont les policiers, les meneurs et les voyous, les exécutants. Et ces mêmes jurés se souviendront probablement lors du verdict que normalement, les premiers sont chargés d'arrêter les seconds. L'avocat de Giovannitti tentera d'ailleurs de rediriger le débat sur le véritable problème selon lui. La responsabilité de la hiérarchie et de l'institution policière. Ce qui nous préoccupe à nous surtout, c'est de remarquer que ce monsieur, dans son commissariat, peut être le chef de bande. Il y a aussi donc des problèmes de responsabilité. 5 ans se sont passés pendant que les faits étaient commis. Donc dans ce commissariat-là, il y avait donc 5 policiers concernés, les autres ne l'étaient pas. Quid de la responsabilité de la hiérarchie? On va reposer le problème. Le Mercier et Chemidikian sont finalement condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais Giovannitti, lui, passera 20 ans derrière les barreaux. Malgré son rôle central dans l'affaire et dans le trio, il était moins impliqué dans les attaques que les deux autres. Celui qu'on surnommait pourtant le cerveau des opérations avait été assez intelligent pour mener tout le groupe sans s'impliquer physiquement. C'est comme ça qu'il obtient la peine la plus légère. Le Mercier mettra fin à ses jours pendant sa détention. Chemidikian sort de prison en 2009 après 19 ans d'incarcération. Michel Néret. C'est la deuxième fois que Michel Néret apparaît dans ce classement. C'est lui qui a procédé à l'arrestation du gang des ripoux de Lyon. Ironique, puisqu'il va lui-même se retrouver au cœur d'une affaire de la même veine. Michel Néret naît le 12 avril 1956 à Landres, en Meurthe-et-Moselle. Études de droit, obtention d'une maîtrise, réussite au concours de commissaire, il fait un parcours sans faute. Il passe par le service régional de police judiciaire de Versailles et le commissariat de Meaux. À 29 ans seulement, il prend la tête de la BRI de la police judiciaire de Lyon. Pendant 20 ans, il sera le patron de l'anti-gang. Il est l'incarnation même du policier à l'ancienne. Il s'appuie sur des indices, il passe de longues heures dans des voitures en planque et il organise des filatures. Décrit comme un super flic, passionné et adulé par ses équipes et ses supérieurs, Michel Néret devient presque une légende de la police. À tel point qu'il finit par être décoré de la Légion d'honneur en 2004 pour ses performances professionnelles. Le commissaire divisionnaire est plébiscité par ses chefs. Il est fréquemment sollicité par le ministère de l'Intérieur pour médiatiser les affaires et les enquêtes résolues en matière de lutte contre le banditisme et le trafic de drogue. Mais vous allez être surpris. Tout ce beau parcours va être entaché par une affaire. 2010, dans le cadre d'une enquête qui vise un réseau de trafiquants de drogue, Gilles Bénichou est mis sur écoute. C'est un escroc lyonnais, qui est aussi l'indique de Michel Néret. Les écoutes permettent aux enquêteurs de comprendre que le policier modèle, mais aussi son entourage professionnel et personnel, serait corrompu. Il est alors soupçonné de rendre des services à des figures du grand banditisme. Les accusations sont graves. Alors, numéro 2 de la police judiciaire à Lyon, Michel Néret aurait accepté du milieu lyonnais des séjours de luxe et des cadeaux en échange d'informations confidentielles et de services. Il lui est aussi reproché d'avoir pioché dans la saisie de stupéfiants pour récompenser ses informateurs. Le 4 septembre 2011, Néret est encore à l'apogée de sa gloire. Il est le héros de l'émission Zone Interdite sur M6. Moins d'un mois plus tard, le 29 septembre 2011 à 6h du matin, son épouse Nicole et lui-même sont interpellés par l'IGPN dans leur manoir. L'IGPN, c'est l'Inspection Générale de la Police Nationale. On la surnomme souvent la police des polices. Elle est chargée du contrôle de l'ensemble des services et des établissements de formation de la police nationale. Celui qu'on appelle le super flic sera mis en examen pour corruption, trafic d'influence, association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, détournement de biens et violation du secret professionnel. Et Michel Néret n'est pas le seul à tremper dans des histoires douteuses. Dans les semaines qui suivent, d'autres arrestations ont lieu dans les milieux policiers, judiciaires et du grand banditisme. Ce qui ne fait qu'amplifier le scandale. C'est une onde de choc pour la population et les médias qui s'arrachent aussitôt l'affaire. L'ascension de Néret, qui avait été médiatisée et qui faisait la fierté de la police française, n'était peut-être qu'un mensonge. Cette affaire jette le doute sur toutes les grosses saisies de la BRI de Lyon. Michel Néret conservait-il cette longueur d'avance parce qu'il était impliqué? C'est une douche froide pour la France entière. Au final, l'instruction durera 3 ans et demi et 9 personnes seront poursuivies. En 2012,
Michel Néret va subir le châtiment le plus grave possible dans la fonction publique. Il sera révoqué par Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur. Une sanction qui entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. Mai 2016, tribunal correctionnel de Paris. Michel Néret ainsi que les 9 autres suspects sont jugés. Le policier sera condamné à 2 ans et demi de prison. Mais le 18 juillet 2016, le parquet de Paris fait appel du jugement. Il considère certaines peines bien trop clémentes pour 4 des prévenus, dont Michel Néret. Le procès aura lieu en 2018. Pendant cette audience, il reconnaît s'être perdu dans la gestion de ses informateurs, dont certains sont même devenus des amis. Cet aveu n'empêchera pas Néret d'être condamné à 4 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. La Cour d'appel de Paris estime qu'il a franchi la ligne rouge de l'illégalité. C'est la fin d'une dure épreuve qui a marqué ma vie pendant 5 ans. Maintenant, je pense que je vais pouvoir revivre une vie différente. Je ne ferai pas appel. Quel que soit le jugement qui aurait été prononcé, je n'aurais pas fait appel. Ça fait 5 ans que ma vie est entre parenthèses. Je ne voulais pas encore reproduire la même incertitude, la même réduction de ma liberté de circuler encore 1 an ou 1 an et demi le temps de l'appel. Donc je n'aurais pas fait appel de toute façon. Mais après 8 mois de détention préventive dans les quartiers VIP de la prison de la Santé, il ne retournera pas derrière les barreaux. Il obtient un aménagement de peine sous bracelet électronique. Une peine qui peut être estimée légère au vu des chefs d'accusation. Ce qui peut mener à des questionnements. Michel Néret aurait-il bénéficié d'un traitement différent ? Aurait-il été protégé politiquement ? Nous vous laissons nous dire ce que vous pensez en commentaire. Aujourd'hui, Michel Néret a 66 ans. Il est libre, mais il n'a plus le droit d'exercer son métier de policier. Il assiste sa femme dans la gestion de leur manoir, le manoir dans lequel il a été arrêté. Pascal Jumel, 25 juillet 1985, 13e arrondissement de Paris. Un bijoutier est réveillé à son domicile par 3 individus se présentant comme des policiers sur le point de procéder à une perquisition. Mais c'est en fait un leurre. Après avoir menotté les membres de la famille dans le salon, l'un des policiers révèle qu'il s'agit en réalité d'un braquage. 2 des 3 malfaiteurs escortent la victime jusqu'à sa bijouterie boulevard Raspail, pendant que l'autre séquestre la famille. Les membres de la famille finissent par réussir à faire fuir leur agresseur. Les autorités sont alertées et l'un des individus est appréhendé, arme à la main, par des gardiens de la paix. Il est encore en compagnie de sa victime. Le braqueur Patrick El Amri Namouchi, dit la mouche, est en fait un indique de la police. Il balance très vite ses 2 complices, qui sont des vrais policiers. C'est le début de la fameuse affaire du gang des ripoux, mais celui-ci du quai des Orfèvres. Face à la gravité des faits qui lui sont reprochés, Namouchi va plus loin dans ses révélations. Il y aurait déjà eu plus d'une dizaine d'attaques similaires en région parisienne contre des receleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a peu de chances qu'ils portent plainte. Et qui de mieux que des policiers pour cibler ses victimes potentielles ? Mais qui sont les complices de Namouchi ? L'indice révèle 3 noms. Alain Rossi, ou Tino, inspecteur à la brigade des stupéfiants et du proxénétisme. Jean-Louis No, gardien de la paix, et Pascal Jumel, inspecteur à la BRB, brigade de répression du banditisme. C'est ce dernier qui sort du lot. C'est lui, l'instigateur de ces braquages. Pascal Jumel a 22 ans quand il entre dans la police. Il marche dans les pas de son père, qui est lui-même gardien de la paix. Après un bac technique et son service militaire chez les parachutistes, il devient gardien de la paix également. En 1980, il devient enquêteur au commissariat de Bel-Air à Paris 12e, le grade le plus bas des policiers en civil. Il se penche sur les affaires de chèques sans provision, la routine des jeunes enquêteurs. Là-bas, il voit des policiers recevoir des pots de vin et il se laisse tenter par ces petits écarts. Des petits cadeaux, des arrangements avec des indices. On appelle ça un peu d'argent, un peu de gratte. Jumel commence à franchir des petites barrières, puis bientôt à transgresser la loi. Il fait ami-ami avec un informateur en particulier. Patrick Namouchi, un petit casseur qui monte. Et Pascal a misé sur le bon cheval. Grâce à sa relation avec son indique et au service qu'ils se rendent mutuellement, il procède à de grosses arrestations qui lui permettent de gravir rapidement les échelons. Et en 1982, Pascal rejoint la cour des grands. Il intègre la fameuse BRB du quai des Orfèvres. Mais qui dit plus grande brigade, dit aussi plus grande tentation. C'est Jean Le Ch'ti, son nouveau coéquipier, qui lui apprend les pratiques de la BRB du quai des Orfèvres. Fini les petits cadeaux et la gratte.
Ils commencent à convoyer des marchandises volées. Ils s'octroient une partie des butins. Mais tout bascule un mois après son arrivée au quai des Orfèvres. Un soir, Patrick Namouchi dévalise un magasin de blousons en cuir. Il appelle Pascal pour l'aider à transporter son butin. Après une petite hésitation, l'agent de la BRB finit par accepter. Pour le remercier, Namouchi lui propose de partager les blousons volés. Ils font donc 50-50. C'est le premier gros dérapage du policier. Mais Jumel a la folie des grandeurs et il ne veut pas en rester là. Très vite, il se retrouve à faire son premier braquage. Une bijouterie à Neuilly en compagnie de Namouchi, mais aussi d'un serrurier du commissariat. Les casses réussies s'accumulent et Pascal est maintenant autant flic que voyou. Il enquête pour la brigade de répression du banditisme la nuit et il braque les banques ou les supermarchés la journée. Jumel prend goût à cette vie de bandit et il pousse même ses collègues à devenir ses complices. Rapidement, un véritable gang se forme au quai des Orfèvres. Des policiers de la BRB, de la brigade mondaine, des gardiens de la paix, un serrurier et même une secrétaire. Tout le monde veut une part du butin. C'est 10 braquages qui sont imputés au gang des Ripoux entre 1982 et 1985. En tout, le pactole est estimé à 457 000 € sous forme de bijoux, de vêtements, de matériel électronique et de liquide. De l'argent que Pascal n'utilisera que pour ses loisirs, le bateau et la plongée. Parce que ce n'est pas l'appât du gain qui le motive, c'est le frisson qu'il ressent à chaque nouveau coup et le sentiment d'être intouchable. Le braquage le plus ludique, c'est le centre Leclerc de Damary, nul au plan de la rentabilité. On n'a pas eu le coffre-fort, mais galoper la nuit avec des chariots dans le supermarché vide sous la lumière bleutée des ampoules de sécurité et se servir dans les rayons en fusils, perceuses, autoradio, limonade, c'est le pied. D'ailleurs, Pascal Jumel ne cherchera jamais à se justifier ou à excuser ses actes. Il évoque ce passage de sa vie avec une grande neutralité. L'inspecteur de la BRB ne rejettera jamais la faute sur l'institution de la police non plus. Il assume la pleine responsabilité de ses actes. Il sera finalement appréhendé quand la mouche révélera le nom de ses complices. À 29 ans, il sera condamné à 17 ans de réclusion, à Fresnes. Il sera autorisé à sortir en liberté conditionnelle en mars 1997, après 10 ans en prison. En 1998, il sort un livre, Le Cercle Noir, qui raconte son passage de policier à braqueur. Depuis, l'ex-agent de police n'a plus fait parler de lui. Clément Gess. Entre 540 000 et 620 000 €, c'est ce qu'ont empoché 2 membres de la police aux frontières de Roissy entre 2010 et 2015, en participant à un trafic de cocaïne entre la République dominicaine et la France. Qui sont-ils ? Au moment des faits, Christophe Pegnelin a 56 ans et il est brigadier chef. Clément Gess a 42 ans et il est gardien de la paix. Les deux forment un drôle de duo fusionnel et qui ne marche jamais l'un sans l'autre. Et malgré leurs différences d'âge et de grade, c'est Clément qui a l'ascendant sur son aîné. Originaire de Bordeaux, il est né sous X et a été adopté par un couple de pharmaciens. Le jeune homme a toujours rêvé d'être gendarme. Il parvient à devenir gardien de la paix et il est affecté en 2004 à la PAF, la police des frontières de Roissy-Charles de Gaulle. Il est bien vu de sa hiérarchie et de ses supérieurs. Mais son penchant pour le luxe le fera tomber dans ce qu'il appellera un véritable engrenage. En dehors de sa passion pour les tenues flashy et l'autobronzant, Clément est aussi fasciné par le monde de la nuit. C'est au cours de l'une de ses virées nocturnes, dans un restaurant chic de la Porte de Saint-Cloud, qu'il fait la rencontre de Kamel Berkaoui. Kamel Berkaoui, c'est un ancien joueur de football de niveau régional, un amateur de cigares cubains et un collectionneur de montres Audemars Piguet. Officiellement, il gère la boutique de vêtements du label Watibé, située dans le quartier des Halles à Paris. Une activité qui ne colle pas avec son train de vie luxueux. Mais en réalité, Kamel Berkaoui, c'est aussi la tête d'un réseau de trafic de drogue en provenance des Caraïbes. Il approche Clément Gess, avec qui il sympathise. Le gardien de la paix le présente à son collègue, Christophe Pegnelin, un homme plus âgé et plus discret. Berkaoui leur fait une proposition alléchante, de l'argent en échange de leur aide pour permettre à des mules d'échapper au contrôle de sécurité à leur descente d'avion. Gess n'hésite pas et Pegnelin finit aussi par mordre à l'hameçon. Un premier voyage à vide, c'est-à-dire sans drogue, est organisé pour vérifier la fiabilité des deux policiers. Très vite, un véritable système est mis en place. Au volant d'un véhicule de police, les fonctionnaires récupèrent directement les mules et leurs bagages à leur arrivée de Punta Cana sur le tarmac.
Les sacs sont généralement remplis d'environ 20 kg de cocaïne. Ils permettent ensuite aux passagers d'échapper à l'ensemble des contrôles de sécurité comme les douanes. Ils sont finalement discrètement exfiltrés de l'aéroport. Les deux hommes auraient permis l'importation d'au minimum 500 kg ou d'au maximum 1 tonne de cocaïne sur le territoire selon les enquêteurs. Et plus il y a de passages, plus les sommes d'argent sont importantes. Des sommes qui permettent à Jess de se vanter d'être propriétaire de véhicules de luxe, de villas avec piscine et de bateaux sur les réseaux sociaux. Peignelin, lui, c'est être plus discret, mais il ne se privera pas de distribuer des cadeaux et de l'argent à sa compagne et à sa maîtresse. Le duo se complète dans ce nouveau style de vie, à tel point qu'ils mettent en garde Berkaoui quand ils sentent que le marché leur échappe et qu'ils risquent d'être mis de côté. Ils menacent de déclencher les contrôles. Jess et Peignelin ont conscience qu'ils sont une pièce maîtresse de ce trafic et ils en jouent. Mais un renseignement anonyme va lancer la police anti-stup sur la piste d'un trafic à l'aéroport de Roissy. Une enquête est ouverte en juillet 2013. Son nom, excédent bagages. Le comportement suspect de Christophe Peignelin, le brigadier chef, n'arrangera pas les choses. C'est son appel à Jess et son air anxieux à l'arrivée des passeurs qui alertera les enquêteurs en surveillance à Roissy. Ils vont vite remonter la piste des deux acolytes et de Berkaoui. Le 21 janvier 2019, les collègues font face à la cour d'assises spéciale. 15 ans de réclusion criminelle et 250 000 € d'amende. C'est la peine et l'amende requise par le ministère public à l'encontre des ex-fonctionnaires. Le 7 février, ils seront condamnés respectivement à 10 ans de prison, mais aussi à une amende de 2,8 millions d'euros. Et en plus de cette sentence, ils écopent aussi d'une interdiction d'exercer toute fonction publique. Leur carrière dans la police, c'est fini. Une réalité se dessine à la fin de ce classement. Dans certains cas, la police peut se retrouver étroitement liée au grand banditisme. Cette enquête met en lumière des exemples où la ligne entre la loi et la criminalité s'est estompée. Et elle révèle des ententes qui vont à l'encontre de toute éthique professionnelle. Elle montre comment la corruption peut devenir un outil de développement de l'activité criminelle, au même titre que les guerres d'influence et les règlements de compte. Les arrangements à l'amiable et les relations avec les indiques peuvent vite devenir une autoroute qui mène directement au grand banditisme, même pour ceux censés garantir le respect de la loi. Et oui, même la police a son lot de grands bandits. Alors une question demeure, où se cachent les nouveaux ripoux d'aujourd'hui ? Dans quel coin insoupçonné des institutions françaises continue-t-il d'opérer ? Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, de la partager et de t'abonner. Active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. À la prochaine.